Salutations, moi c'est Nico et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast sur les pensées japonaises. Pour ce premier épisode, nous allons nous concentrer sur les fondamentaux du bouddhisme japonais. L'idée de ce podcast est de partager avec vous nos réflexions sur la spiritualité au Japon, d'être le plus factuel et précis possible. Évidemment, ce n'est pas un cours universitaire, on est ici pour vulgariser des concepts difficiles et les rendre accessibles au plus grand nombre. Pour ce faire, je suis accompagné dans cette tâche par deux fantastiques compères, Christophe et Clément. Bonjour messieurs, comment vous allez aujourd'hui ? Très bien, bonjour messieurs, heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler un petit peu de bouddhisme. Pour discuter, pour approfondir le dharma. On perd pas de temps, je vous propose de commencer tout de suite par la base. C'est quoi Bouddha ? L'homme qui est devenu Bouddha s'appelait Siddhartha Gautama. Il est né prince dans l'actuel Népal il y a environ 2500 ans. Siddhartha a grandi dans le luxe à l'intérieur de son palais, car son père voulait l'épargner de toute souffrance. Il s'est marié et a eu un enfant. Un jour, il quitta le palais et fit 4 rencontres qui changèrent sa vie. Un vieil homme, un malade, un mort et un ascète. Ces rencontres lui révélèrent l'universalité de la souffrance humaine. Troublé par la souffrance, Siddhartha renonça à sa vie de prince et partit en quête de la vérité. Il essaya d'abord l'ascétisme extrême, mais cela ne mena qu'à l'épuisement. Il choisit alors la voie du milieu, entre l'excès de plaisir et l'excès de privation. Il s'assit sous un arbre, l'arbre de la Bodhi, et médita profondément. À l'âge de 35 ans, il atteignit l'éveil. Il devint alors le Bouddha, qui signifie l'éveillé. Après son éveil, Bouddha passa le reste de sa vie à enseigner sa découverte, les 4 nobles vérités et le noble sentier octuple, qui sont les chemins pour mettre fin à la souffrance. Il est mort à l'âge de 80 ans. Il n'était pas un dieu, mais un homme qui a montré le chemin pour s'affranchir du cycle de la souffrance et de la renaissance. Bon, ça, c'était la version simplifiée. Je suis sûr que vous avez quelque chose à ajouter. Je me permets Nicolas, pour les vies de Bouddha, tout ce qu'on a de lui, du personnage historique, viennent de son hagiographie. Donc on n'a quasiment rien sur le Bouddha historique, rien de certain. On a 2 classifications qui font foi. Une classification dans le monde indo-tibétain. Donc les Tibétains classent en 12 actes la vie du Bouddha. Et on a le côté sino-japonais, dont on parlera beaucoup, je pense, dans ce podcast, sino-japonais, avec la classification des vies du Bouddha en 8 actes. Donc voilà, c'est vraiment... il faut partir de ça. L'historicité du Bouddha ne fait aucun doute. Sa vie, elle, est purement, quasiment fictive. Ok. Ouais, c'est important. Je pense que dans l'ensemble du podcast, on est en tête qu'il y a le Bouddha en tant que tel, mais là, nous, on parle aussi de ce qui a été dit sur le Bouddha, de la suite du Bouddha, des disciples du Bouddha, tout le mythe autour de ce que le bouddhisme représente dans sa réalité pratique et culturelle et dans son imaginaire symbolique. C'est important. Le bouddhisme est une religion aussi. Pendant très longtemps, tu parlais de l'âge de l'extinction du Bouddha, ce qu'on appelle le parinirvana du Bouddha à 80 ans, mais de 30-35 ans, ça dépend des sources, mais de 30-35 ans jusqu'à 80 ans, il va prêcher. Donc il y a une énorme littérature dans le bouddhisme, grâce à ça aussi. C'est sur toute cette période de temps, il va prêcher. C'est pour ça qu'il y a énormément de sutras, énormément de textes attribués aux paroles du Bouddha. Dans le bouddhisme ancien, et ensuite aussi dans le Mahayana, mais on part dans le Mahayana, ensuite dans les développements futurs du bouddhisme, sur d'autres choses. Mais c'est important de savoir aussi que le Bouddha a prêché pendant très longtemps, donc il y a une littérature énorme sur le bouddhisme. Et ça fait partie de sa vie aussi, je pense. C'est plus de 40 ans de prêche. Si on fait une comparaison avec les évangiles, le Christ, il prêche pendant 3 ans. Ouais. Donc, évidemment, dans un monde chargé religieusement, il n'a pas ouvert la porte à la vie intérieure en Inde. Donc, il parle à des gens qui sont dans des rizières illettrés, comme à des brahmanes érudits, comme à des gens de différentes classes sociales et de différentes connaissances culturelles. Donc, ça fait un volume monstrueux à des interlocuteurs différents dans un monde déjà bien complexe, marqué par des langues différentes, des ethnies différentes, des contextes culturels différents, quoi. C'est sûr. C'est vrai que c'est important de préciser aussi que le bouddhisme en Inde, c'était l'oralité. Pendant très longtemps, pendant des siècles avant que le bouddhisme soit mis à l'écrit, il s'est passé 200-300 ans. On va parler de l'Inde, comme je le disais, de la Chine et du Japon. L'Inde, c'est une civilisation de l'oralité. Chine et Japon, c'est une civilisation, surtout la Chine au départ, de l'écrit. Donc le bouddhisme s'est adapté à ça aussi, mais c'est très différent. C'est 2 univers culturels très différents, l'Inde et la Chine.
Et c'est en ça aussi où le bouddhisme a été très fort, c'est qu'il s'est adapté au fil des siècles à ces trois univers culturels. Ok, très bien. Et justement, en parlant de, comme tu as dit, le Mahayana, un terme un peu exotique, est-ce que, Clément, tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus et nous parler des 3 grandes voies? Je vais essayer de faire synthétique et assez rapide parce qu'on est dans un domaine absolument énorme. Mais très rapidement, quand on parle du bouddhisme en défrichant un petit peu ce thème, on tombe souvent sur 3 grandes voies. On découpe un petit peu le monde bouddhique en 3 grandes voies, le Theravada, le Mahayana, le Vajrayana. Donc pour quelqu'un qui ne connaît pas trop la question, c'est des termes qui peuvent sonner un petit peu obscurs. Le point de départ de l'entreprise religieuse bouddhique, c'est le même. Le parcours est globalement différent. Dans tous les cas, ce qu'il faut avoir en tête dans la présentation de tous ces courants, c'est qu'on est dans une... c'est ça qui est parfois un petit peu dur à appréhender quand on a un angle un petit peu occidental, c'est qu'on est dans une religion qui est non théiste. Donc qu'on soit en Thaïlande ou au Japon, alors il faudrait apporter tout un tas de nuances, mais le pratiquant moyen ne voit pas le Bouddha comme une extériorité totale par rapport à lui. Donc on a des mondes culturels qui se développent en économisant la question d'un dieu extérieur, transcendantal, créateur. Et ce développement, il se fait dans des contextes immenses. Il y a Dominique Trottignon, qui est un spécialiste français du Theravada, qui, moi j'aime bien, de manière très pédagogique, il sépare le monde bouddhique avec ces termes de Theravada, Mahayana, Vajrayana, en faisant des comparaisons qu'on connaît mieux dans le monde occidental, en disant, en fait, le Theravada, c'est la doctrine des anciens, bouddhisme, on va dire, primitif. Je reviendrai un petit peu là-dessus rapidement, mais qui est plus basé sur le Bouddha historique, sur un canon pali réduit. Et donc, en parallèle, ce serait le judaïsme, s'il fallait faire une comparaison. Le développement sino-japonais, le monde chrétien, le développement plus tardif tibétain et ésotérique, le monde musulman. Dominique Trottignon, quand il fait ce genre de comparaison un peu grossière, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a à l'intérieur du bouddhisme une différence aussi importante qu'entre les 3 monothéismes. D'accord. C'est pas entre l'orthodoxie, le catholicisme et le protestantisme. Donc on est dans des mondes et des sensibilités qui sont absolument énormes entre ces 3 mouvements. Pour faire assez simple, le but du Theravada, c'est atteindre une libération définitive d'un cycle des renaissances, et évidemment de la souffrance, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Et donc cette libération, elle est souvent incarnée par une figure, qui est la figure de l'Arat, qu'on peut traduire de plusieurs manières, de quelqu'un qui aurait détruit les impuretés mentales, qui se serait libéré par l'effort, le digne parfois on a en traduction. C'est quelqu'un qui est pleinement éveillé et qui, par une pratique intense et disciplinée basée sur la rigueur, la morale, la méditation, une forme de sagesse, a anéanti en lui le désir, l'aversion, l'ignorance et les illusions qui en découlent. Donc il a réalisé une forme de compréhension assez directe de la nature des phénomènes, lui-même étant totalement relié à cette nature. Une fois mort, il ne va pas renaître dans le cycle des réincarnations, la tâche est accomplie. Donc on est sur une voie qui est quand même assez basée sur un effort individuel, personnel, où le pratiquant va suivre assez rigoureusement des préceptes monastiques, qui ont été codifiés bien après la mort du Bouddha, mais sur un canon pali, donc le canon littéraire le plus ancien. Ouais. Pour préciser, il y a 3 canons dans le bouddhisme, le canon pali, le canon tibétain et le canon sino-japonais. Un canon, c'est un regroupement de textes qui fait foi pour chaque pays ou chaque culture. C'est comme dans le christianisme, c'est ça. Il y a un peu ce côté-là. Canon pali, c'est le plus ancien canon, ce qu'on appelle le bouddhisme ancien, qu'on est aujourd'hui. Et donc c'est un mouvement qui est quand même qui insiste quand même sur une forme de discipline assez marquée. Ça, c'est un bouddhisme qu'on va retrouver beaucoup dans le monde d'Asie du Sud-Est, Thaïlande, Sri Lanka, Birmanie, Laos, le Cambodge. Ensuite, on a un deuxième développement, le Mahayana, ce qu'on traduit des fois par le grand véhicule. Là, la figure de référence, ce serait moins l'Arat que le Bodhisattva. Ça, c'est un mouvement qui apparaît autour du 1er siècle avant notre ère, qui va se développer en Chine, Japon, Corée, Taïwan, Vietnam, le monde sino-japonais, extrême oriental. Et le Bodhisattva,
ce serait un être qui a généré un esprit d'éveil, donc il a une aspiration et un vœu assez global, qui intègre tous les êtres sensibles, qui serait d'atteindre un éveil suprême, devenir une sorte de Bouddha parfait, et qui inclurait dans son projet de libération l'ensemble des êtres. Donc il reporte délibérément sa propre entrée dans un nirvana final pour assister par une compassion active et inconditionnelle l'ensemble des laïcs, l'ensemble des êtres sensibles. D'accord. Donc c'est un projet qui va insister plus sur la compassion, une compassion plus ouverte, avec une notion de vœu qui est plus générale. Alors évidemment, je grossis les traits, mais le canon dans ce monde-là, il est bien plus vaste. C'est un mouvement qui se développe aussi énormément dans le monde chinois, donc il y a cette influence du taoïsme qui fait des développements philosophiques plus sur des notions de vacuité, plus que sur les règles du Vinaya, enfin les règles du monastique rigide. Je pense que le Mahayana connaît très bien la Chine aussi. Oui. Pourquoi le Mahayana s'implante en Chine Bon, on a des époques différentes, hein, mais ça convient bien à la culture chinoise. Le Mahayana convient mieux que le bouddhisme ancien, plus rigoureux, plus monastique, hein, ce que tu disais. Ouais. C'est la figure dans le Theravada, c'est la figure du moine. Le moine va mendier, ça les Chinois aimaient pas du tout. Dans le Theravada, le moine mendie sa pitance, le laïc fait des dons pour avoir du bon karma. C'est ça aussi le Theravada, le bouddhisme ancien. On a un rapport moine-laïque qui est très fort et essentiel dans le Theravada, et qui convient pas vraiment à la culture chinoise. Donc c'est pour ça que le Mahayana derrière va, ce que tu disais avec le rapport au bodhisattva, à la compassion. Voilà, s'il fallait résumer très simplement, on atteint un éveil complet, non pas pour soi, non pas seulement pour soi, mais pour le bénéfice de tous les êtres sensibles. L'idéal, c'est plus un arhat volontariste, c'est un bodhisattva dans une démarche compassionnelle. Et ensuite, on retombe sur le troisième mouvement qu'on a évoqué, le Vajrayana, véhicule de diamant, qui peut qui peut être considéré comme une extension ou une sorte de méthode accélérée ou redéfinie à l'intérieur du Mahayana. Donc on est sur une distance déjà moins lourde qu'entre le monde du Theravada et le monde du Mahayana, entre ces deux catégories. On trouve ça, on en parlera un petit peu dans les écoles Shingon ésotériques au Japon, mais on trouve ce mouvement beaucoup dans le bouddhisme tibétain en fait. Et là, on a un but qui est globalement le même que le Mahayana, l'éveil de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc on a cette notion de bodhisattva qui se conserve dans le Vajrayana. Par contre, la grande spécificité, c'est la méthode pour atteindre cette réalisation, où on a des techniques relativement complexes, symboliques, pour transformer l'énergie des passions en sagesse assez rapidement, mais avec un niveau d'exigence haut, puisqu'on parle de la réalisation en une seule vie. Donc évidemment... c'est un peu ça, on dit souvent c'est l'autoroute de l'éveil, le Vajrayana. Voilà, c'est la méthode la plus directe pour accéder à l'éveil, mais la plus difficile aussi. Parce qu'on a des rituels, des visualisations très détaillées des différentes déités, des mantras, des mandalas. On aura le temps de revenir sur tous ces termes, mais quand même un appareillage technique, une sorte de boîte à outils très différente du Mahayana classique, donc qui rend les choses un petit peu concluantes. C'est ces appellations, tu vois, c'est tantrisme, ésotérisme. Ésotérisme, pourquoi ? C'est parce qu'il y a la présence du maître qui est encore plus forte dans le Vajrayana que dans le Mahayana. Le maître est important, le maître est là pour transmettre, pour valider une expérience. Ce que tu l'as dans le Mahayana, hein, mais le maître est central. C'est très initiatique. Ce qui marche bien au Japon, pour le coup. Ce qui marche très bien au Japon, effectivement, ce qui s'adapte très bien. La relation maître-élève étant très forte dans la culture japonaise. Donc s'il fallait retenir une sorte de différence simple, fondamentale, entre le Theravada et le Mahayana, dans le Theravada, le but, c'est être libéré pour soi-même. Ouais. On sort du cycle des renaissances, libération personnelle basée sur des canons anciens. Dans le Mahayana, et par extension dans le Vajrayana, le but, si tant est que ce soit... on pourra redéfinir la notion de but, mais c'est de devenir un bodhisattva, un Bouddha parfait, ensuite, et on reporte sa libération finale par compassion pour guider les êtres vers l'éveil. Donc il y a une libération universelle et altruiste, en sachant qu'évidemment cette figure du bodhisattva, dans le monde sino-japonais, c'est une figure aussi de référence pour les laïcs, pour les moines, une forme d'incarnation sur laquelle on peut baser sa vie quotidienne. C'est le modèle à suivre.
d'une certaine Bien manière, sûr. à incarner dans son quotidien, en fait. Même dans les règles monastiques, le Japon est le seul pays bouddhiste en Asie à avoir des règles de discipline monastique propres, donc justement des vœux propres, c'est les vœux de bodhisattva. Ça c'est propre qu'au Japon. Voilà, ça, cette notion de vœu, elle est quand même assez forte, parce que l'arat, en un sens, il est déjà libéré, enfin, il est libéré par son effort. Un bodhisattva, il reporte les choses, donc il est un libérateur toujours en puissance. Donc c'est pas tout à fait la même démarche, quoi. Et après, il y a un petit point sur lequel, en préparant ce podcast, parce que quand même, on prépare les choses. Et je vous en remercie. Je voulais juste insister rapidement. On parle souvent d'une influence, ça on le voit beaucoup dans des articles sur le bouddhisme, de l'influence du Theravada sur le Mahayana. Si on est un petit peu plus précis, en fait, il n'y a pas d'influence du Theravada sur le Mahayana, puisque le terme de Theravada, au sens d'une école institutionnelle distincte, ça n'existe pas au moment de l'émergence du Mahayana. Donc il y a une sorte de biais chronologique, on a plus une influence des écoles anciennes qui vont, par la discipline monastique et la philosophie qui va se dégager du canon ancien, influencer des mouvements postérieurs. Mais évidemment, sur l'influence doctrinale, textuelle, les 4 nobles vérités, la notion d'interdépendance, le Mahayana se base sur des premiers textes qui sont issus du Theravada, enfin des mouvements les plus anciens. Donc le Mahayana présuppose une connaissance approfondie des concepts qui sont inclus dans les écoles anciennes. Donc ça, c'est la notion de dharma, elle est présente là. Mais clairement, c'est vrai qu'on divise en 3, mais il faut voir ça comme un continuum. Ouais. Le bouddhisme ancien, sans parler de Theravada, parce qu'effectivement, le Theravada, d'ailleurs aujourd'hui, c'est la seule école du bouddhisme ancien qui reste au monde. Le Theravada s'est formé au Sri Lanka, mais c'est une sorte de continuum. On parle du bouddhisme ancien, on va sur le Mahayana et le Vajrayana, le tantrisme. C'est un continuum. Sans la base bouddhiste ancien, il n'y a rien du tout. Les idées de bodhisattva, du concept de bodhisattva qu'on retrouve dans le Mahayana, très fort, sont dans le bouddhisme ancien. C'est cette idée de l'aide de compassion est déjà là dans les écoles du bouddhisme ancien, c'est 18 écoles, pour résumer. 18 écoles qui vont se subdiviser, qui vont donner le Theravada, et ensuite les écoles même du Mahayana. Donc tout ça part du bouddhisme ancien, effectivement. En fait, le Mahayana n'a jamais été réellement une sorte de communauté séparée, communauté monastique qui se scinde. C'est un mouvement idéologique contemplatif à l'intérieur d'un bouddhisme déjà établi, quoi. C'est une partie d'un ensemble. Voilà. Les universités indiennes, comme Nalanda, la grosse université indienne très connue, dont un Xuanzang, un moine chinois, va en Inde au 7e siècle, il décrit ce qu'il voit. Et dans les universités en Inde, tu avais à la fois les gens du petit véhicule, du bouddhisme ancien, et les mahayanistes. Il fait une description, 50% seulement sont mahayana. Et les deux étaient dans les mêmes universités. Donc le bouddhisme ancien et le mahayana sont dans les mêmes sphères en Inde. Il faut comprendre aussi. Il n'y a pas une différenciation. C'est ça. Ils ont la base monastique, discipline monastique, Vinaya, la même discipline monastique, et ensuite, c'est les sutras qui changent, c'est tout. Ouais. Et en Inde, ça se passe pendant des siècles comme ça. Nalanda, c'est ça pendant 800 ans. Sans animosité. Non, sans animosité. C'est pas moi j'ai choisi ça, tu es dans l'erreur, c'est moi qui ai raison. Non, il n'y a pas ce discours-là. Il y a la même règle monastique. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a la règle monastique, ce qu'on appelle le Vinaya, et la doctrine. La règle monastique est la même pour tous, le bouddhisme ancien, le Mahayana, et ensuite, c'est la doctrine dans les textes, ce qu'on appelle les sutras, dans les textes qui va changer, c'est tout. Mais la base monastique est là. Et même la figure de Bodhisattva, en fait, elle est déjà, entre guillemets, présente dans le bouddhisme ancien. Le Bouddha, il a des vies antérieures, Nejataka. Il a une sorte d'idéal de libération qui est présente. C'est juste que le Mahayana va radicaliser cette espèce d'idéal présent dans les biographies du Bouddha, les différents Bouddhas qui précèdent l'incarnation du Bouddha historique, en proposant ça comme une voie universelle pour tous. Donc il y a une sorte de processus d'extension et d'universalisation, mais qui est déjà inclus à l'intérieur, en fait. Même au niveau, on parlait de la figure du Bouddha historique, pour le Mahayana et pour certaines écoles du bouddhisme ancien, même avant, hein, le Bouddha, l'être historique qui nous est apparu, c'était qu'un corps d'apparition. Le Bouddha avait déjà réalisé l'éveil longtemps avant. On parle de la théorie des 3 corps dans le Mahayana, c'est une théorie essentielle du mahayanisme, c'est le Bouddha à 3 corps. Un corps de loi, un corps d'apparition, et un corps qui va enseigner au Bodhisattva. Parce que là, évidemment, j'ai un petit peu résumé rapidement, mais on pourrait dire, oui, cet idéal de reporter son éveil, d'enseignement, d'inclusion de l'ensemble des êtres sensibles,
pourquoi le Bouddha historique prend cette forme, pourquoi il fait ce cheminement, pourquoi il en arrive à cette réalisation, pourquoi il enseigne pendant 45 ans. Tout ça, on l'a déjà d'une manière différente et moins élaborée philosophiquement dans le bouddhisme ancien. Hein. Donc, et après, il y a un autre phénomène, alors il y a pas mal de documentation sur ça, c'est une influence du Mahayana sur le Theravada. Puisqu'évidemment, on n'est pas sur une sorte de flèche linéaire. Tous ces mouvements se développent et coexistent. Une communication entre eux, il y a des allers-retours. Voilà, évidemment. Donc, on a des écoles qui sont influencées par des écoles au Sri Lanka, par exemple, dans un bouddhisme plus ancien, qui sont influencées par le Mahayana et même par le Vajrayana. Donc, tout ça s'imbrique, ce qui peut remettre en cause quand même une notion d'orthodoxie stricte du bouddhisme. Il y a certains auteurs qui assument tout à fait le fait que le bouddhisme n'existe pas, qu'on est face à des bouddhismes, qu'on n'a pas des bouddhismes que d'un seul bouddhisme. Voilà, on a des logiques de réforme à l'intérieur de ces pays du bouddhisme ancien qui peuvent aller jusqu'au 19e, au 20e siècle, hein, dans des pays qui avaient des constitutions bouddhiques. Et donc évidemment, tout ça on prend les connaissances d'un bouddhisme qui s'est développé dans d'autres univers culturels, dans l'iconographie. Évidemment, les artistes, ils se croisent, ils se baladent, ils conjuguent les influences. Alors, par contre, le canon Pali, lui, il est resté relativement fermé quand même aux sutras du Mahayana. Donc la grosse différence, elle s'est faite, elle demeure en tout cas au niveau des textes, quoi. Mais en tant que piété populaire, que pratique dévotionnelle, les choses communiquent. Très bien. C'était super intéressant, merci beaucoup. Donc, petit résumé très simple pour la différence entre les trois en un mot. Je pense qu'une différence simple, c'est de reprendre ces figures Arat, figures de Bodhisattva, une notion, même avec toutes les nuances qu'on peut appliquer, mais d'effort individuel, de libération personnelle, une notion d'universalité énorme dans le Mahayana, et le Vajrayana plutôt vu comme une forme d'extension du Mahayana, avec une méthode complexe, technique, initiatique, qui fait qu'on peut le qualifier de bouddhisme ésotérique, quoi. Avec à chaque fois des aires culturelles correspondantes à ces mouvements. Donc si on cherche du Theravada au Japon, ce sera plus compliqué, quoi. Et justement, pour enchaîner, c'est parfait, parce que le Japon, c'est surtout le Mahayana. Donc là, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, Christophe. Pourquoi exactement le Mahayana et pas le Theravada. On l'évoquait un peu avant. Le bouddhisme arrive officiellement au Japon. Il y a deux dates. Il y a 538 qu'on voit souvent. La plus probable, c'est 552. Les historiens s'accordent à peu près à dire on est au 6e siècle, le bouddhisme arrive au Japon, et il arrive d'où ? C'est important, il arrive de Chine. Et qu'est-ce qu'il y avait en Chine ? On l'a évoqué un peu plus tôt, c'est la base mahayaniste. Le bouddhisme chinois passe par ce qu'on appelle... Enfin, le bouddhisme sort d'Inde par la route de la soie, ce qu'on appelle la Sérinde. Toute cette zone Afghanistan, Pakistan actuelle passe par la route de la soie, arrive en Chine et va se diffuser Corée, Japon et même Vietnam. Donc le Mahayana va suivre la route de la soie en fait. Le Japon voyait ça comme le terminus de la route de la soie. Les idées partent d'Inde, passent par la Chine, sont sinisées et arrivent au Japon. Donc les Japonais ont pris le bouddhisme qu'ils avaient à côté de la Chine. La Chine culturellement a donné au Corée, Japon, Vietnam, à ces trois pays, a donné la culture, la culture classique, le bouddhisme, l'idéogramme, tout ce qu'on connaît au Japon vient quasiment de Chine. Et voilà. Pourquoi le Mahayana ? Parce que c'était ce qu'il y avait de plus proche. Il y aurait des moines japonais qui seraient allés en Asie du Sud-Est, qui seraient allés au Sri Lanka, on aurait le bouddhisme du Theravada, tu vois. Je simplifie un peu les choses. Quand Christophe parle aussi de cette balade du bouddhisme, le bouddhisme, c'est aussi... Alors, il faut imaginer que quand on passe du monde chinois au monde coréen, au monde vietnamien, au monde japonais, on passe chez les voisins. Quand on passe de la civilisation indienne à la civilisation chinoise, on a changé de galaxie. Il faut passer des textes en idéogramme également. Donc là, il y a un gap civilisationnel qui est bien plus signifiant et qui passe par l'écriture. Et évidemment, ce bouddhisme, il va s'intégrer à chaque fois. C'est toujours intéressant de le notifier que
que ce soit de son développement en Inde, où il est une religion minoritaire, et il le restera, que ce soit son extension en Asie centrale, alors il y a 2 pénétrations du bouddhisme, parce qu'il y a une grande route dont Christophe a parlé qui rentre par le nord-ouest, et les routes de la soie. Il y a une connexion aussi par le Tonkin, par le sud. La Chine aura pendant longtemps un développement nordique et sudiste, on va dire, du bouddhisme. Mais une fois que le bouddhisme rentre en Chine, il est une religion minoritaire. Et il le restera d'une certaine manière. Pendant longtemps, il y aura des persécutions bouddhiques marquées, répétées. Fin des temps, effectivement. Donc à chaque fois, le bouddhisme arrive comme religion novatrice, mais pas comme religion conquérante et dominante. Donc il est obligé de se concilier à des impératifs politiques, culturels, linguistiques, en tant que religion minoritaire qui est assez adaptable dans sa doctrine, avec un chamanisme local, un culte des ancêtres et différentes religions dans des mondes, surtout en Chine, assez cosmopolites. Le monde de la soie, il faut imaginer que c'est d'abord des marchands qui viennent de partout et qui partagent des religions différentes, et que le niveau de prospérité économique permet un relatif apaisement des conflits religieux. Donc ça veut dire aussi que ce bouddhisme, il va prendre énormément d'influence. Et quand il arrive au Japon, on est quand même très très loin du bouddhisme indien, là, du coup. Les premiers traducteurs étaient sur cette route de la soie. Un des plus grands traducteurs, on en parle souvent, mais c'est Komalajiva, qui a traduit le Sutra du Lotus, le grand sutra du Mahayana, un des grands sutras du Mahayana. C'était un Kuché-in. Voilà, c'est ce genre de personnage qui était entre 2 civilisations, entre l'Inde et la Chine. Des grands traducteurs comme ça, qui pouvaient passer d'une langue totalement différente, le sanskrit, des langues indo-européennes, le sanskrit, le pali, le sanskrit, c'est des langues indo-européennes, passer des langues indo-européennes au chinois, à des univers linguistiques totalement différents. Et c'est toute cette entreprise de traduction qui a mis à peu près 300-400 ans, c'est ça qui est fou. C'est un temps assez énorme. Le bouddhisme arrive en Chine, t'es sur le 1er siècle après Jésus-Christ. Les grandes traductions de Dharmaraksha, Kumarajiva, c'est 3e, 4e siècle. Donc là aussi, tu as tout un processus de traduction qui prend du temps, qui s'adapte, et qui s'adapte à la culture chinoise. Les traductions s'adaptent. Kumarajiva va pas hésiter à couper des lourdeurs des textes sanscrits très lourds. Il va l'adapter à la langue chinoise, qui veut tout de suite aller dans le dur, dans quelque chose de concret. Et les Japonais vont structurer leur langue à travers les textes bouddhiques chinois. Quand le bouddhisme arrive en Chine, la langue chinoise est déjà très développée, on est dans une culture de lettrés. Donc il y a aussi quand tu parles de l'introduction en 552, enfin des tout premiers contacts par le biais coréen du bouddhisme au Japon, c'est un contact qui se fait beaucoup aussi par la statuaire. Oui, effectivement, il y a par l'iconographie. L'iconographie qui arrive en même temps, ouais. Donc il faut imaginer, c'est pas la même chose d'avoir un bouddhisme qui arrive dans un monde avec des taoïstes et des confucianistes éduqués qui interprètent cette nouvelle doctrine et la discutent, et dans un monde où il n'y a pas d'écriture. Au Japon, en plus, il y a je dirais le proto-shinto, parce qu'on peut pas parler, on parlera de l'animisme local. On dit souvent le shinto. Ce qu'il y a à l'époque, au 6e, même au 7e siècle, c'est un proto-shinto. C'est de l'animisme diffus à droite à gauche. Le bouddhisme est une religion qui a 1000 ans, qui arrive dessus. Forcément, c'est le bouddhisme qui va structurer le shinto. Ça, c'est important aussi à comprendre. Le shinto, c'est rien. Sans le bouddhisme, il n'y a pas tous les éléments du shinto. Il n'y a pas les différents shinto au fil des siècles, mais il n'y a pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, la langue japonaise écrite vient aussi des textes bouddhistes en quelque sorte, parce que c'était l'appui. Les premiers écrits viennent de Chine, donc les aristocrates de l'époque se sont éduqués avec ces textes-là, notamment. C'était là aussi, c'est le package chinois, le package culturel qui arrivait, et le bouddhisme, c'était quelque chose de somptuaire, c'était quelque chose qui envoyait. Donc ça plaisait beaucoup à une aristocratie, disons, naissante. C'est vrai que le terme d'empereur n'existait pas. Oui. Le terme d'empereur, il faut attendre le fin du 7e siècle pour que le terme d'empereur, tenno, le terme japonais, naisse. Oui, parce qu'empereur, c'est les Anglais qui ont trouvé ça, c'est pas l'empereur comme Charlemagne ou Napoléon. C'est encore un terme qui ne veut pas dire grand-chose, même. Plus oui, c'est les Japonais qui ont inventé leur propre terme. C'est même pas le terme chinois d'empereur. Ils ont pris des idéogrammes, ils ont créé leur propre terme, les Japonais. Mais il y a toute cette, effectivement, ce 6e siècle, 7e siècle, voit l'arrivée du bouddhisme, les premiers temples, le Horyuji à Nara, le Shitennoji à Osaka. On parle souvent aussi de Shomutenno. Voilà. Un petit point sur l'introduction des différentes écoles, comme je le disais, qui arrivent de Chine. On a une première introduction d'école au 7e siècle. 4 écoles, ce qu'on appelle les 6 écoles de Nara. Ensuite, 4 écoles des 6 écoles de Nara sont déjà là au 7e siècle.
Ensuite, on a la période où Nara est capitale, ce qu'on appelle la période de Nara, c'est à peu près tout le 8e siècle. Ce 8e siècle voit l'installation de la capitale japonaise à Nara. Et à Nara, on parle des 6 écoles du bouddhisme. Il y a 6 écoles qui se développent. La plupart sont mayanistes. Il y en a une, la Lishu, qui est l'école de la discipline pour les règles monastiques. Sinon, les 5 autres écoles sont mayanistes. Donc, au 8e siècle, les 6 écoles de Nara s'implantent. La capitale va être transférée à Kyoto fin 8e siècle, et c'est là qu'apparaissent les deux écoles assez connues, mayanistes ésotériques, la Tendai et la Shingon. Et ensuite, il faudra attendre des développements ultérieurs au Moyen-Âge japonais, ce qu'on appelle le Moyen-Âge japonais, l'époque Kamakura, fin 12e siècle, à partir de fin 12e siècle, début 13e, où on voit l'émergence des écoles du zen et de la terre pure arriver au Japon dans un profond contexte de troubles politiques. Qu'est-ce qui se passe fin 12e siècle ? On a beaucoup, à Kyoto notamment, parce qu'il faut voir le Japon un peu comme ça. On parle du Japon, mais il faut dire Kyoto, il faudrait dire Kyoto. La capitale est à Kyoto, l'aristocratie, la vie se passe à Kyoto. Il y a des grands incendies, des grands séismes. Au niveau politique, c'est pas ça. Kyoto bouge beaucoup fin 12e siècle. On pourra en reparler dans une émission dédiée, ça peut être intéressant. Certains grands moines se sont bien amusés à cette époque-là. Mais voilà, l'émergence du zen et de la terre pure va être là dans une époque que les historiens ont appelée a posteriori l'époque Kamakura. On regardait avec pourquoi on a décidé, les historiens ont décidé de l'appeler Kamakura, c'est parce que on voit vraiment une sorte de schisme, on voit vraiment quelque chose se dessiner à cette époque-là, des changements politiques, des changements religieux. Après, ce qui est intéressant aussi dans l'implantation du bouddhisme au Japon, c'est de voir les écoles de Nara, par exemple, au 7-8e siècle, sont les écoles assez anciennes. En fait, le bouddhisme qu'on ramène à Kyoto, ensuite la Tendai et la Shingon, sont les bouddhismes anciens. La Tendai est plus ancienne que les écoles de Nara. La terre pure aussi, la terre pure qui est quasiment une des premières écoles dans le Mahayana. On parle du 2-3e siècle en Inde. Les idées de la terre pure sont émergentes très très tôt, mais vont émerger au Japon beaucoup beaucoup plus tard. Donc la chronologie du bouddhisme japonais, pour résumer, n'est pas du tout la même qu'elle l'est en Chine et qu'elle l'est en Inde. En fait, il ne faut pas avoir une chronologie d'un bouddhisme systématique en termes de développement, presque une sorte de pensée hegelienne qui se développe naturellement, mais c'est d'abord l'histoire des récupérations de tels textes et leur implantation et leur développement. Donc si un texte tardif, on l'implante, enfin on le récupère tardivement, et on lui donne son développement tardivement, les choses ne se superposent pas de manière mécanique. Donc, comme tu disais, la terre pure, c'est très ancien, mais ça arrive au Japon qu'au 12e, 13e siècle. Au 12e siècle, avec ce qu'on appelle le Jodoshu. La Jodoshu, la Shinshu derrière. Juste un petit point, parce que pour ceux qui ne connaissent pas forcément toutes ces notions-là, c'est vrai que tout le monde connaît le zen et parle du zen. Alors, on y reviendra dans un épisode dédié, mais le zen, c'est connu, ça parle à tout le monde. Le zen est l'école bouddhique avec le plus de temples numériquement, parce qu'il s'est beaucoup développé dans des campagnes avec des petits temples. Donc si on compte le nombre de temples, on en a énormément dans le zen. Ça ne correspond pas à un nombre de fidèles. C'est une école extrêmement minoritaire, le zen. Quand on parle de la terre pure, on parle du Jodoshu, du Jodo Shinshu, donc Parce qu'il y a les sous-écoles en plus. Voilà, alors le Jodo Shinshu, je ne sais pas s'il faudrait le catégoriser comme une sous-école du Jodoshu, mais c'est classé comme une école. C'est une école propre, on pourrait dire. Il y a 3 écoles de la terre pure au Japon, ça fait partie d'une des 3 écoles. Ouais. Mais c'est pas une sous-catégorie, quoi. Non, c'est pas une sous-école. Mais quand je dis sous-école, c'est dire disons, il y a une base commune. Ah, mais ça, dans ce sens-là. Il y a une base commune. Les mouvements dévotionnels avec une sorte de base... il y a une base commune au sens où le fondateur, alors il faudrait revenir sur ça, mais le référent de l'école Jodo Shinshu, qui est Shinran, c'est un disciple direct de Ronen, qui est lui-même le référent de l'école de la terre pure au Japon, et qui, pour le rappeler, Shinran ni Ronen ne sont des moines de la terre pure, c'est des moines Tendai. Oui. Puisque cette branche Tendai dont Christophe a un peu parlé, en fait, c'est une sorte de supra-séminaire bouddhique à Kyoto qui produit en fait tous les moines qui, à cette époque assez troublée de Kamakura, vont être des réformistes en fait.
Clairement, tout le Moyen-Âge japonais, tous les grands moines du Moyen-Âge sont sortis de la Tendai. Et ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi à ce moment-là, parce qu'en fait, on a une crise politique importante. Tu en as un peu parlé avec Kamakura, on utilisait le terme de scission, mais l'État impérial centralisé en fait est fini globalement. On a un éclatement des familles aristocratiques, des clans guerriers partout. Il y a la guerre de Genpei, mais bon, le Japon n'est pas au max, quoi. On a des écoles aussi ésotériques, que ce soit le Tendai ou le Shingon, qui sont quand même très élitistes, très axés sur des rituels, très lettrés, très complexes, donc qui ne parlent pas spécifiquement à la population ordinaire. Paysan moyen, ça lui passe au-dessus, tout ça, c'est trop complexe. Et qui en plus fournissait aux élites. Ça plaisait au 8e siècle, au 9e siècle, aux élites, effectivement. Et ça plaisait aussi aux élites, parce qu'une grosse partie de l'activité de ces temples, avec une tendance ésotérique, c'est par ces différents dispositifs religieux de fournir un rituel protecteur d'un état central. C'est-à-dire qu'on commande un rituel qui garantit la sécurité spirituelle de l'État. Donc les deux là sont complètement liés, la religion et l'État. Donc évidemment, quand l'État se fissure et éclate, l'intérêt d'un État central pour passer par ces écoles et fournir du rituel de sécurité éclate avec, d'une certaine manière. Donc, et après, il y a un autre phénomène, c'est la théorie. Alors là, je pense que, là, on pourrait en parler pendant 8 heures, mais c'est la théorie du Mappo. C'est-à-dire que une croyance, alors là, qui est intégrée dans le bouddhisme ancien, qui est issu quand même des enseignements directs du Bouddha. Qui a très bien marché au Japon, surtout. Qui a eu un développement absolument énorme au Japon, qui se nomme l'âge de la fin de la loi, le Mappo. Mais il y a cette idée que la capacité des êtres à comprendre et à pratiquer la loi bouddhique comme elle a été délivrée initialement décline complètement. T'as le côté effectivement que la loi bouddhique est toujours transmise, mais elle est plus comprise. C'est ça le problème. Voilà, c'est-à-dire que tout est impermanent. Le bouddhisme lui-même est impermanent. Les conditions d'enseignement sont impermanentes. Alors évidemment, la réalisation, elle demeure. L'expérience intérieure, l'éveil, n'est pas lié, on va dire, à cet état. Mais par contre, les capacités d'accès, ont décliné, ont complètement dégénéré. Et ça, le Bouddha lui-même avait anticipé cette forme de déchéance. C'est vrai que c'est marrant. Le bouddhisme, je crois que c'est la seule religion quand même qui prédit son déclin. À époque régulière. Le bouddhisme va être oublié, boum, un Bouddha apparaît, etc. C'est une continuité comme ça. Le bouddhisme prédit son déclin et sa renaissance, etc. etc. C'est une sorte de Ragnarok. Ouais, un peu. Pour le voir comme mais ça. Permanent, quasiment. Permanent. C'est une fin, mais qui relance quelque chose derrière, quand même. Et ça convient bien à la pensée bouddhique. Alors là, il y a un monde numérologique fou qui apparaît, parce que comment classifier ces époques ? Comment considérer qu'on est dans une époque régulière où l'enseignement et la réalisation est possible par sa volonté et son éducation religieuse ? Et à partir de quand on bascule, là, il y a des calculs, les gens ne sont pas tous d'accord, quoi. À partir de quand ça commence. Mais globalement, quand on est à l'époque Kamakura, les Japonais vont un peu fixer la date de 1052, mais on pourra revenir sur ça. 1052, c'est la fin. 1053, c'est le Byodo-in à Oji, au sud de Kyoto. Le Byodo-in, qui est la représentation architecturale du paradis de la terre pure, dans les écoles amidistes, dans les écoles de la terre pure. Donc architecturalement, en 1053, boum, on fait un temple qui se trouve à l'arrière de toutes les pièces de Digen au Japon. C'est ce que j'allais dire justement. Donc c'est toujours culturellement signifiant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a, pour la population de l'époque Kamakura, l'État est en crise, il y a une guerre civile partout. Bon, en plus, on enchaîne les épidémies et les famines. Et puis, dans l'enseignement bouddhique, il y a marqué, c'est le déclin de la loi, tout est fini. Donc, on lit ça, on sort dehors, c'est le chaos, ça paraît cohérent. Donc, évidemment, en fait, il faut voir aussi, il y a une crise politique, une crise psychosociale qui engendre des réformes pour parler aussi à une population ordinaire qui a été, en fait, écartée par le niveau d'éducation et le côté très élitiste d'un bouddhisme ancien, qui en fait s'est confiné dans un cercle réduit, quoi. Et justement, la terre pure répond à ça, même doctrinalement. Ouais. La terre pure, t'as plus besoin de ta force, qu'ils appellent en japonais le jiliki, tu t'en remets à la force de l'autre, ils appellent ça le tariki. Donc la force de l'autre, c'est le Bouddha Amida. L'autre, c'est le Bouddha Amida, qui
va assurer ton éveil. L'idée, c'est de réciter ce qu'on connaît, le mantra, la formule très courte, gloire au Bouddha Amida. Au moment de ta mort, tu vas renaître dans son paradis, dans ce qu'on appelle sa terre pure, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi la terre pure, dans le paradis du Bouddha Amida, et de là, tu accèdes à l'éveil. Il y a plusieurs stades de renaissance dans son paradis, mais c'est pas le propos là. Mais l'idée, c'est un bouddhisme qui répond effectivement à la population, très populaire et très compréhensible. T'as pas besoin d'avoir fait te faire moine pour accéder à l'éveil. Il y a une simplicité de réciter sutra. C'est presque un monétisme. Il y a un caractère extrêmement universel. Alors dans les développements initiaux de la terre pure chez Honen notamment, il y a quand même une notion de Jiriki qui reste assez forte, puisque c'est une notion d'effort personnel, puisque en fait là il faut réciter le Nembutsu et même des centaines, voire des milliers de fois chaque jour. T'as effectivement le Nembutsu, t'as des pratiques de récitation et de visualisation même du Bouddha Amida. Alors voilà, il n'y a pas qu'un Nembutsu que tu vas prononcer, il y a un Nembutsu que tu vas visualiser. Donc c'est vrai qu'il y a un appareillage technique assez dense, mais déjà beaucoup plus allégé que ce qu'on a dans des écoles ésotériques anciennes, puisque de toute façon ces écoles ésotériques ont produit les moines dont on parle à l'époque Kamakura. Donc ils ont fait toute leur formation dans ces mondes-là. Donc ça, c'est assez important aussi, c'est un peu la spécificité de Kamakura. Le bouddhisme s'est toujours pensé comme une vaste boîte à outils immense. On dit des fois les 42 000 portes d'entrée pour arriver dans le bouddhisme. C'est-à-dire qu'on a, et c'est l'enseignement Tendai qui structure tout ça, une palette énorme d'ascèses proposées qui passe par de l'étude scolastique, par de l'ascèse méditative, par un contact plus ou moins ritualisé avec la nature, par des visualisations statuaires, iconographiques, enfin voilà, tout est possible. Et à Kamakura, pour le faire très simple, on va avoir une radicalisation sur certains points de certains types de pratiques. Ce qui va être très particulier dans les écoles qui émergent de Kamakura, c'est pas tant les concepts, puisque rien n'émerge réellement, tout était déjà inclus en sous-dimensionné dans l'enseignement Tendai, c'est le caractère exclusif de ces enseignements. C'est-à-dire qu'on ne dit plus la récitation tournée vers tel Bouddha devient un élément parmi d'autres pour atteindre un éveil complet qui maîtrise l'ensemble des connaissances et des ascèses à disposition. On dit c'est la voie unique. Et donc, ce qui donnera lieu à des commentaires énormes, puisque d'une certaine manière, avoir cette position d'exclusivité et donc de retour à une forme d'orthodoxie du bouddhisme, c'est aller contre le bouddhisme traditionnel. Mais dans les écoles de Kamakura, on a les deux grandes écoles de la terre pure dont on vient de parler, qui sont très dévotionnelles, basées sur la foi, de la récitation simple, et donc cette notion de foi, d'espérance est absolument énorme dans ce bouddhisme, et donc va évidemment accompagner l'ensemble de la population non lettrée, ordinaire, on va dire, du Japon. Le zen, on est toujours... En fait, chaque époque de Kamakura répond au Mappo par une logique différente. Donc, une réponse de la terre pure, c'est la dévotion et la foi. La réponse du zen, c'est le retour à une influence d'un bouddhisme rigide et ascétique. Une pratique aussi. En gros, le zen, c'est on serre les dents et on avance dans le Mappo, et normalement, ça passe. À recentrer le bouddhisme, enfin toutes les erreurs justement des moines de la Tendai et de la Shingon. Alors évidemment, à recentrer le bouddhisme sur une discipline monastique plus forte. Le zen se recentre sur une discipline monastique. Mais il y a quand même cette idée d'effort important, et le Mappo chez les penseurs du zen, et notamment chez Dogen, ça va être de dire, en fait, le Mappo, c'est une étape parmi d'autres dans le développement du bouddhisme, mais à la fin des fins, ce que fait le pratiquant de sa vie intérieure, qu'on soit au Japon en 2050 ou contemporain du Bouddha en Inde, c'est pareil. Et le Bouddha était lui-même entouré de moines plus ou moins lettrés, plus ou moins capables, et cette notion de réalisation, elle se posera à toutes les époques et tout le temps. Donc le zen intègre la notion de Mappo, mais la relativise énormément par rapport aux autres écoles de Kamakura, et la relativise en la surpassant par de la rigueur monastique, en fait. Ensuite, on a une autre école dont on n'a pas du tout parlé, mais qui est absolument énorme, qui est l'école en nombre de fidèles qui suit les écoles de la terre pure, qui est l'école Nichiren. Et alors là, Nichiren, aujourd'hui, c'est une école absolument énorme. Bon, alors, il y a eu beaucoup de développement de cette école, mais Nichiren, il est complètement pénétré, comme tout le monde, du Mappo. Alors lui,
Ça le stresse un peu, hein, le Mappo. On l'appelle souvent le Nichiren, la secte apocalyptique, ce petit surnom, parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à se concentrer beaucoup là-dessus, mais est-ce que c'est juste une image ou c'est concret? Déjà, il voit aussi les catastrophes de l'époque et du Japon comme un signe que toutes les autres formes de bouddhisme ont complètement échoué et ne servent à rien. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se relever du Mappo. Pour le recentrer, oui, c'est une école qui se base sur quasiment l'exclusive du Sutra du Lotus. Il y a un côté radical chez eux. Côté radical. Qui n'en était pas vraiment un. On a souvent tendance à simplifier la Nichiren, mais oui, c'est le Sutra du Lotus. Il y a une liturgie qui est développée, même ce qu'on appelle le Daimoku, une représentation du Sutra du Lotus avec des écritures où on va faire de la dévotion devant. Mais il y a même des éléments ésotériques chez Nichiren, à droite à gauche, parce que lui aussi était pétri de son époque. Donc il y avait encore de l'ésotérisme là-dedans. Il est formé dans la Tendai, Nichiren. C'est un moine qui sort de la Tendai, donc il avait l'ésotérisme. Mais effectivement, il va simplifier, radicaliser le bouddhisme, mais pas dans un sens mauvais, je dirais. Je ne voyais pas dans le sens mauvais, mais plutôt recentrer ou le côté un peu apocalyptique. Aller à l'essentiel peut-être. Voilà, aller à l'essentiel, prendre un sutra, prendre le lotus et en faire quelque chose de central dans la pratique. Tous dans la à l'époque de Kamakura vont à l'essentiel. En fait, la maison brûle. Là, on n'a pas le temps de parler de la guirlande qui décore l'entrée, quoi. C'est-à-dire que tout crame, il faut se centrer sur des pratiques simples, efficientes, pour, on va dire, relever le pratiquant dans une époque désolée. Même certains moines sortent des structures monastiques, on parle de Kuya Shonin, etc., ils vont répondre le Nembutsu, ils vont répandre la bonne parole à travers le peuple. C'est une vieille tradition qu'on a dès l'époque de Nara, mais c'est une tradition qui prend de l'ampleur à Kamakura. Le moine qui va faire de bonnes œuvres, construire des ponts, c'est le moine qui va simplifier dans la vie. Se rendre accessible au peuple, ce qui n'était pas forcément le cas. La Tendai, il l'avait au début, à la rigueur, la Tendai, il l'avait au début. On peut parler de Gyoki à Nara. Qui c'est qui a fondé le Todaiji? Gyoki, c'est un moine qui, avant d'être appelé par l'empereur pour faire le Todaiji, était sur les routes, était très populaire. Donc c'est le début de ce genre de moine thaumaturge gyrovague qui va à droite à gauche et qui fait des choses pour le peuple. C'est important. Kukai était un peu comme ça. Kukai dans la Shingon a eu ce côté populaire. Il n'a sans doute pas fait, mais a eu aussi cette image très populaire dans certains contextes même. Ah ouais. Oui, Kamakura, c'est vraiment le développement du moine qui sort de son monastère. Les moines qu'on connaît aujourd'hui, les fondateurs des grandes écoles, c'est des gens connus de leurs contemporains. C'est pas arrivé tardivement par les historiens qui se sont dit lui était proche du pouvoir, il a développé des choses. Les gens du peuple, si on dit tiens, il y a un moine qui s'appelle Kukai ou Nichiren, ils savent de qui on parle. C'est des gens connus dans leur contexte de pratique et dans leur univers. Vois Kyoto comme une petite aristocratie. Oui. C'est quelques centaines de personnes, c'est un petit milieu, c'est des princes impériaux. Tous viennent du même noyau impérial. Donc c'est une petite communauté aristocratique. Il faut voir ça comme ça. Et à côté, il y a le peuple. Et après, il y a des moines qui parfois brisent cette espèce de mur et de vernis pour aller dans la rue prêcher à Kamakura, dans les rues comme Nichiren, et ce qui peut parfois déranger des écoles elles-mêmes en concurrence entre elles, connectées au beaucoup. pouvoir. Ils n'aimaient pas ça. Ça suit des exils et toute une aventure, du coup... Onen à Kyoto notamment. Onen, Nichiren, Shinran d'une moindre presque manière. Presque des fauteurs de troubles. Gyoki a été... Casser le business un petit peu aussi. C'est ça, Mais c'est vrai on peut plus les contrôler. C'est vrai que Nichiren, il a une posture qui est assez radicale, assez novatrice, et quand on dit qu'il lui va identifier le Sutra du Lotus comme le seul enseignement valide à l'ère du Mappo, donc il dit pas que c'est le sutra qui couronne les autres sutras. C'est dans ce contexte-là, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Beaucoup de moines, en fait, ont considéré que le Sutra du Lotus est un sutra important, voire majeur, et qui est une sorte de sommet de la pyramide, mais on n'a pas de sommet si on n'a pas de base. Là, pour Nichiren, le Sutra du Lotus, quoi. C'est une forme d'insistance énorme, pour lui. où la pratique centrale, c'est la récitation de son titre. Quand on parle chez Nichiren du Sutra du Lotus, on parle du Lotus dans un sens ésotérique. On parle du Lotus au sens de l'enseignement qui intègre l'ensemble de la réalité, pas du livre. C'est pas juste le sutra au sens d'un bouquin, quoi. Ouais, justement, petit point là-dessus, c'est quoi un sutra ? Le sutra, c'est les paroles du Bouddha. Le Bouddha a enseigné pendant des décennies, et ce qu'on appelle un sutra, c'est un texte, c'est les paroles du Bouddha qui ont été consignées quelques centaines d'années après par les écoles bouddhiques. C'est ça un sutra. Et ensuite, il y a les commentaires de sutras, ce qu'on appelle les sastras, qui sont les commentaires de grands moines sur ces sutras. Et là aussi, c'est une littérature qui est énorme.
Les sutras, tu peux te baser, c'est à peu près 3500 sutras. On est sur une littérature énorme en termes C'est un enseignement qui se développe, en fait. Un sutra, à l'origine, le terme veut dire un fil. Le Bouddha aurait enseigné aussi dans d'autres dimensions. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une littérature foisonnante, c'est que voilà. Mais tout ça s'est développé plus tard. Historiquement, il y a eu même beaucoup d'apocryphes, beaucoup de sutras qui sont considérés comme des apocryphes, ou des remaniements d'écriture antérieures pour donner plus de corps au texte, etc. Beaucoup de sutras sont comme ça. Les prières chantées que font les moines dans les temples, vous parlez du sutra sutra du cœur pour Amida, par exemple. Effectivement, le sutra du cœur, c'est des paroles de Bouddha. Le sutra du cœur est considéré comme à l'écrit dans un petit carnet, très mayaniste, c'est considéré comme les paroles du Bouddha historiquement. Pardon, je t'ai coupé, Clément. Non. Et du coup, c'est vrai que Nichiren, par rapport à ça, c'est assez cohérent. On comprend assez vite, là, en faisant le déroulé des différentes écoles, pourquoi l'école de la Terre pure, elle s'est développée, elle est majoritaire au Japon. La deuxième école, ensuite, c'est l'école de Nichiren, en nombre de fidèles. C'est aussi tout à fait logique, parce que dans sa pratique, c'est la récitation du nom du Sutra du Lotus, donc c'est des pratiques simples, et c'est une sorte de bouddhisme ultra universel, qui maintient par une vision du Sutra du Lotus très particulière, un lien fort avec l'ésotérisme dans une époque de déclin. En fait, la pensée de Nichiren, elle est à la fois extrêmement complexe et extrêmement universelle. Et en fait, l'exclusivisme de Nichiren, c'est un exclusivisme d'urgence. De façade, mais c'est le moine qui a peut-être le mieux synthétisé l'ensemble des différents bouddhismes en prenant à corps. En fait, Nichiren, c'est Kukai à une époque désordonnée, avec une pratique universelle pour tous. Donc c'est une sorte de sommet global. Mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir en tête, quand on parle du bouddhisme de Kamakura, qu'on a une crise politique qui politique et même religieuse, qui se succède à une crise de sens dans la population japonaise, dans un monde troublé et dans un monde où le bouddhisme ne correspond plus en fait à la population, quoi. Et même la Terre pure, pour donner des chiffres, la Terre pure en Asie, c'est à la louche, on va dire sur les 400 millions de bouddhistes asiatiques, parce que le bouddhisme, on va considérer qu'il existe qu'en Asie, mais sur les 400 millions de bouddhistes asiatiques, 200 millions sont de la Terre pure seulement. La moitié des bouddhistes sont de cette école-là. La moins connue des écoles en Europe, c'est l'école la plus pratiquée en Asie. Le zen, ça doit être un 40e des bouddhistes dans le monde, pour te dire. La Terre pure a tout raflé. Oui. Par son côté très, très applicable par tout le monde, en fait, très compréhensible. C'est presque un monothéisme, il y a ce côté-là. Ouais. Eh bien, maintenant, si ça vous va, j'aimerais qu'on aborde le sujet du système Danka. Parce que ça me semble quand même assez important pour comprendre le bouddhisme à l'heure actuelle. Ouais. Et le système Danka, qui est un système assez tardif. Là, on a parlé des développements assez conceptuels, on pourrait dire, ou théoriques du bouddhisme au Japon. Le système Danka, c'est un système qui va se développer dans un bouddhisme qui est déjà bien installé et développé à l'époque Edo, autour de 1600, par des décrets successifs. Donc ça met un petit peu de temps à se fixer, du shogunat des Tokugawa, dans un double but de contrôle de la population dans un contexte de centralisation et de structuration du territoire japonais, en fait, de ce qu'on va appeler le Japon, au sens où on le connaît déjà un peu plus aujourd'hui. Et puis dans un but, alors, qui est un but de façade, mais qui n'est pas non plus totalement innocent, d'éradiquer le christianisme. Puisqu'évidemment, le christianisme a pénétré, alors là, on pourra revenir sur ça, mais a pénétré le Japon quelque temps avant. On a des révoltes de paysans chrétiens qui sont réprimés. Donc le shogunat va imposer à chaque japonais de s'enregistrer auprès d'un temple bouddhiste pour y faire certifier qu'il n'est pas chrétien. Et donc récupérer un certificat du temple, et sans ce registre délivré aux individus par les moines, il n'y a pas d'existence légale d'un individu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se marier, on ne peut pas voyager, on ne peut pas travailler. C'est un peu la civilité via ce système-là. Exactement. C'est-à-dire que c'est pour être citoyen, il faut être l'ancêtre de... Enfin, le rejeton, ou en tout cas l'extension moderne de ça, c'est un registre familial. C'est le livret de famille des Japonais actuels, en fait. Et c'est un moyen aussi de contrôler les temples, d'imposer aux temples, voilà, vous allez faire ça maintenant. Vous n'allez plus faire la guerre. C'est un système qui a été aboli
au moment de Meiji, en 1871. Mais il y a eu quand même une empreinte sociale, psychologique énorme. Alors quand je parle de ce cadre administratif, il faut voir évidemment que dans un monde peu alphabétisé, les moines, dans un temple, on n'a pas juste une petite cérémonie sympa avec une statue comme on peut le voir aujourd'hui dans des temples lambda qu'on visite. Les moines font l'administratif. On a des bains publics au sein des temples, on a des marchés, on a des hôpitaux, on a des proto-maisons de retraite, on a des potagers pour faire du stock de nourriture en cas de famine. On a des événements au sein des temples. Les moines lettrés, alphabétisés, s'occupent du recensement de la population, de l'état civil. Ils servent de créance, puisqu'en fait, ils dégagent de l'argent en partie aussi par la production d'alcool au sein des temples. Donc, ils ont des partenariats avec l'État japonais qui leur sécurisent les dettes émises. Donc, les moines peuvent engendrer des créances sécurisées, donc avec des taux d'intérêt relativement hauts, entre 20 et 25%. Donc, ils sont très très bien. Et donc, en fait, d'une certaine manière, c'est des banquiers. Donc, c'est pas des fonctionnaires rattachés à l'État. Quand le bouddhisme s'implante, il y a quand même une distinction entre l'État japonais et les moines bouddhistes, mais à la chinoise, et c'est comme ça que le bouddhisme s'est développé en Chine, l'État, enfin dans certaines parties de la Chine, l'État fixe des quotas d'ordination, par exemple. Par an, il faut tant de moines. Et ça passe par concours. Donc c'est-à-dire que quand on dit « devenez moine sur concours », comme pour des fonctionnaires. Oui, mais quand on dit ça dans une population analphabète, forcément, en fait, on a le cousin d'une famille aristocrate qui est placé là, puis il a eu le temps de bouquiner, quoi. Donc, évidemment, on est dans des temples qui ont des fonctions sociales absolument énormes et qui sont au contact directement des laïcs. C'est assez important aussi pour comprendre le bouddhisme global au Japon. C'est un bouddhisme qui, dès son implantation, se sécularise, et au sein de la population. On n'a pas trop cette coupure radicale entre le monde et les laïcs, et qu'on a beaucoup plus dans le bouddhisme ancien, même si les moines ont bouddhisme ancien d'Asie du Sud-Est, même si les moines ont des contacts avec le monde laïque, il y a une sorte de barrière assez nette entre le monde de la pratique monastique et le monde des, on va dire qu'on pourrait qualifier de profane, quoi. Dans certains courants même, ils peuvent faire moine quelques années, revenir ensuite à la vie laïque, etc. Alors là, on a des biographies de moines, on fait moine, hop, on vend un kebab, hop, on se balade, on va faire la guerre, on tue quelques personnes, ensuite on devient chrétien, mais bon, on continue à être un petit peu moine aussi parce qu'on aimait bien. Enfin, alors là, on a des biographies extrêmement fluides. On imagine souvent que le monde va vers une forme de progressisme et d'assouplissement en matière religieuse. En fait, c'est complètement l'inverse. Les gens du XIIIe siècle sur les questions religieuses étaient beaucoup, mais comme on pourrait dire c'est la même chose en Europe, mais étaient beaucoup plus fluides et ouverts, transpartisans, on pourrait dire. Quand on parlait tout à l'heure des courants de la terre pure, on a aussi du mal à les quantifier et à les évaluer correctement dans le monde asiatique en général, parce que au Japon, autant on est arrivé à des écoles extrêmement identifiables, où on dit tant de personnes, par ce système aussi de danka, de rattachement à un temple, donc de registre, et donc là on compte les gens qui sont dans tel temple de telle école, et donc on a un recensement, voilà, très précis, et des écoles qui, pour des raisons politiques, se sont scindées et particularisées. Mais par exemple en Chine, à Taïwan, les gens dans les courants zen récitent des prières en méditation zen tournées vers le Bouddha Amida de la terre pure. Et donc tout ça communique en fait, très bien. C'est une spécificité chinoise. Le zen, pour survivre, et la terre pure ont dû se mêler. Pour survivre, justement, voilà, c'est quasiment les seuls bouddhismes qui restent en Chine aujourd'hui. Le bouddhisme disparaît très tôt. Dès le 9e siècle, t'as plus de bouddhisme à part le zen et la terre pure. Mais ce caractère très exclusiviste et orthodoxe, basé sur une pratique unique et qui conduit à la création d'une école basée sur cette même pratique, est particulièrement japonais. Dans le monde chinois global, tout ça est beaucoup plus ouvert, et il y a des mélanges de pratiques qu'on ne ferait pas au Japon entre le zen, la terre pure, l'école de Nichiren. En fait, pour un Chinois, ça c'est une même case, quoi. Et il évolue dedans un peu comme il veut. Donc il faut voir quand même que c'est un monde qui est beaucoup plus fluide, plus ouvert. Et pour revenir sur le système de danka, c'est à la fois une volonté en fait de l'État de contrôler la population, l'argument du christianisme rentrant
dans ce processus, et donc tout le monde est rattaché de manière héréditaire à un temple particulier, on ne le choisit pas. Alors voilà, c'est un lien obligatoire administratif et du coup financier, parce que comme le rite funéraire passe par les temples, évidemment il y a des donations pour les services que les moines vont faire. Tout ça se reproduit de génération en génération, quoi. Si aujourd'hui, par exemple, on dit que le Jodo est numéro 1 au Japon, c'est aussi parce qu'il y a eu des temples forts qui se sont implantés et donc qui ont ramené beaucoup de monde historiquement vers cette école plus qu'une autre. C'est une école... C'est peut-être très simplifié, mais ça pourrait être une explication. La Terre pure qui, début XXe siècle, va se refaire une santé. C'est là aussi qu'elle prend son essor au début XXe siècle. On a, fin 19e, un rejet du bouddhisme pendant 1 ou 2 ans. On essaye de séparer le bouddhisme du Shinto artificiellement, le Shinto d'État, tout ce qu'on connaît, voilà, fin 19e siècle, début Meiji. Et le bouddhisme reprend assez vite, et c'est la Terre pure qui va faire reprendre le bouddhisme. C'est la Terre pure qui va commencer à étudier doctrinalement, à produire des grandes encyclopédies sur le bouddhisme et à le diffuser dans le monde aussi, à structurer le bouddhisme pour le refaire repartir, justement. C'est pour ça que la Terre pure aussi, sans doute, a eu beaucoup de succès au XXe siècle. Enfin, aujourd'hui encore, si tu veux. Et disons que dans la famille japonaise standard à notre époque, mon père était dans cette école, son père avant lui, je me pose pas trop de questions, je suis la route. Ou c'est le temple d'à côté, il est zen, voilà. il est terre pure, ou Shingon, tant pis, c'est le temple d'à côté, je connais le moine. En fait, il y a déjà une sorte de... Parce que là, on parle d'école ou de pratique, et il y a beaucoup de Japonais qui, sur ces questions-là, ont un niveau de connaissance relativement faible. Mais en fait, de la même manière que quand quelqu'un, même un pratiquant un petit peu investi, va pas forcément prendre avec un sérieux important ces différences doctrinales. C'est-à-dire qu'à l'échelle française, un même catholique peut tout à fait aller faire une retraite dans une abbaye cistercienne et chez les bénédictins. Ça n'a en fait, un bénédictin comme un cistercien n'ont pas le même emploi du temps, mais avant d'être bénédictin et cistercien, ils sont du Christ d'une certaine manière. Donc un japonais lambda qui pratique, qui est rattaché familialement à un temple, mettons Nichiren, il peut très bien se balader, faire des petites cérémonies dans un temple zen, enfin il fait ce qu'il veut en fait. Sa vie, voilà. Le japonais qui n'est pas de l'école Jodo peut très bien réciter le sutra du cœur. Il fait ce qu'il veut. Il le connaît. On le voit au quotidien. Il fait ce qu'il veut. Par contre, au moment où il y a une mort dans la famille, tout étant lié sur ce modèle de registre, alors qui est aujourd'hui non obligatoire, mais qui est quand même continué pour des raisons culturelles, on passera par ce temple-là, en fait, le temple inscrit. Il reste un lien fort qui est issu de ce système. Voilà, qui est issu de ce système qui, en fait, fait aujourd'hui du bouddhisme quelque chose de héréditaire et de fonctionnel, tourné vers des rites funéraires, beaucoup plus que par une sorte de vocation de foi. Enfin, on est dans un bouddhisme extrêmement sécularisé au Japon, quoi. C'est peut-être ça justement, c'est pour ça que les Tokugawa ont mis ça en place aussi, c'est pour contrôler un bouddhisme qui était parti totalement, qui avait fait n'importe quoi au 15e, 16e siècle. Il fallait contrôler le bouddhisme. Et c'est ce qui est peut-être en train de l'affaiblir aujourd'hui. C'est ce côté, on pense bouddhisme, on pense mort. On fait souvent la différence. Hein. C'est la fameuse phrase connue, on est Shinto et on meurt bouddhiste. Et on meurt bouddhiste. C'est 2 fonctions, 2 religions, 2 fonctions. La vie pour le Shinto, la mort pour le bouddhisme. Mais le bouddhisme a vraiment, à partir d'Edo, cette fonction qui lui colle à la peau aujourd'hui. Si tu veux. Et après, rien n'empêche, vu alors c'est relativement lourd en termes administratifs, mais rien n'empêche, dans la modernité qui éclate les parcours professionnels et individuels, de changer de temple. Parce qu'évidemment, la famille n'est plus forcément réunie au même endroit. Donc c'est quand même assez socialement compliqué et relativement lourd, parce que ça implique de déplacer des restes, des tablettes, des objets appartenant aux ancêtres dans un autre endroit. Et ça peut être vu même comme une forme de rupture avec un lien familial si on le fait volontairement. Mais c'est possible dans un cas de personnes plus isolées ou de gens qui sont... où la famille est partie depuis très longtemps et dans le village de campagne rattaché, avec le petit temple rattaché à la famille, plus personne ne vit, on peut tout à fait bouger le temple en fait, de rattachement, quoi. Mais globalement, oui, c'est comme ça un peu que le bouddhisme se présente actuellement, quoi. Actuellement, oui, survit actuellement. C'est le mortuaire. Le mortuaire, sans tombe, un temple ne vit pas aujourd'hui.
Vous pouvez avoir un temple magnifique, des rondeaux, des bâtiments principaux énormes. Si vous n'avez pas de mortuaire à côté, bon courage pour vivre. Puis une grosse partie des rentrées d'argent se font aussi via les funérailles. Se font via les funérailles. Bon, il ne faut pas prendre les grands centres urbains comme des modèles. On fait souvent... Tu vas visiter Kyoto, tu fais il y a de l'argent de partout. Oui, Kyoto, c'est un peu des parenthèses. Tokyo aussi. C'est une capitale culturelle aussi, donc il faut en mettre plein la vue. C'est quand tu vas en campagne que tu vois la réalité d'un bouddhisme qui est difficile, justement, si tu n'as pas de mortuaire. Ou même si tu en as un tout petit peu, ça va être un peu galère. Donc il y a deux réalités au Japon. Un bouddhisme qui se porte bien dans les grands centres et un bouddhisme qui se porte un peu moins bien, même beaucoup moins bien dans... Mais ça, c'est vrai que ce côté financier, c'est ce qui va être... Enfin, c'est un peu la révolution du système des danka. C'est-à-dire que ça va créer un lien obligatoire, nécessaire, entre la population et les temples. Et c'est un lien qui est aussi financier. Donc ça... Oui, puisque le temple, le rattachement de la famille va couvrir les différents services et on va donner de l'argent. Donc en fait, le temple devient une sorte de petite entreprise familiale se transmet de père en fils. Voilà, qui alors en plus, on pourra revenir aussi sur cette notion, mais c'est-à-dire que le rattachement au temple est familial, donc en fait on est rattaché à ce temple parce que notre père, notre grand-père, notre arrière-grand-père a été rattaché à ce temple, mais le temple en lui-même s'hérite parce que les moines se marient et ont des enfants. Alors là, donc en fait... Ça aussi c'est une spécificité japonaise. Dès Shinran, dès le XIIIe siècle, Shinran a ouvert le mariage, enfin le bouddhisme au mariage, mais ça a été systématisé ensuite dans les autres écoles. Le fait que les moines, oui, ont une famille, puissent transmettre qui permet une transmission. Qui permet la transmission, effectivement. Ça, c'est une spécificité japonaise qui a sans doute aussi sauvé beaucoup de choses. Et très bien. Quelque chose à ajouter ? On passe à la suite. Eh bien, tout ça a été vraiment super intéressant. Merci beaucoup. Je vous propose de faire un résumé, histoire de condenser un peu tout ça, parce que c'est vrai que c'était un petit peu long, et ça fait peut-être beaucoup en une seule fois. Donc, pour résumer, bien que né en Inde, le bouddhisme au Japon a été importé de Chine et de Corée à partir des 5e et 6e siècles. On peut diviser son histoire en 3 grands moments, l'époque Nara au 8e siècle, l'époque Heian entre le 8e et le 12e siècle, et à partir du 12e siècle, ce qu'on appelait la période Kamakura, jusqu'à aujourd'hui. Chacune de ces périodes a vu l'introduction de nouvelles doctrines ou l'évolution d'écoles existantes qui relèvent des 3 grands courants du bouddhisme, le Theravada, le Mahayana et le Vajrayana. Il existe aujourd'hui 13 écoles principales du bouddhisme au Japon, classées d'après leur époque d'apparition. Il y a à peu près 84 millions de bouddhistes sur les 122 millions d'habitants, 70% d'après les derniers sondages n'ont pas de foi personnelle et pratiquent plus par tradition. Les écoles principales à l'heure actuelle, donc comme on le disait, la Terre Pure, avec 22 millions de pratiquants, suivi par le Nichiren, là on est plus sur du 10 millions. Juste derrière, on a le Shingon et le Zen, qui à eux deux ont chacune 5,5 millions de pratiquants. Et enfin, au XVIIe siècle, pendant la période Edo, apparaît le système Danka. À l'origine fait pour chasser les chrétiens, mais aussi pour contrôler le bouddhisme japonais, les citoyens sont recensés via les temples, qui ont aussi la charge des funérailles et de tout ce qui est commémoration. En échange, les familles financent le temple. C'est un système qui a de plus en plus de mal à tenir aujourd'hui, parce que les campagnes sont de plus en plus désertées au profit des grands centres urbains, donc la jeune génération s'intéresse un petit peu moins à la proximité avec le temple familial. Je vous propose un petit quiz, histoire de s'amuser un petit peu, voir votre niveau de compétence tu vas pas être déçu. Que je sais. Tu vas pas être déçu. Ah non, j'ai fait simple, hein, j'ai été très simple. Allez, on commence tout de suite, on tape dans le dur. On n'a pas de buzzer. Non, là, vous essayez d'être courtois, de pas vous ruer sur le micro, de vous taper dessus, c'est pas très compliqué, je pense. On l'a évoqué au départ, hein, Bouddha a une vie, parce que c'était Siddhartha, alors je parle de Siddhartha, marié, enfant. Mais tu vois là, oui. Je digresse pas, vas-y, continue. La question de simple. Non. Quel est le nom de la femme de Bouddha ? J'ai son âge. Alors c'est de l'indien, excusez-moi, hein, c'est pas du japonais. Femme, je sais pas. T'as l'âge de sa femme ? J'ai l'âge de son mariage, 16 ans. Apparemment, il serait marié à 16 ans. Ok. Par contre, c'était légal à l'époque. Oui, enfin, c'était... Voilà. D'accord. Alors,
Clément? Mara, non. Alors, Non. sa femme, c'est... Excusez-moi pour la Ah, prononciation. Attends. C'est pas Mara. C'est pas Maya. Maya. Alors, Mara, non. Mara, non, c'est celui non. qui Ouais, le tente. Maya. C'est l'ego qui revient, mais Ouais. c'est pas Maya. Non. Vas-y. Yashodhara. Oh, j'étais... Non. Non, ok. Il a un fils, Oh, ça, c'est facile, ça. Fils qui deviendra un de ses disciples, Raoula. Raoula. ouais. Bien joué. Fameux. Et là, il a aussi des... Parce qu'il sort pas de nulle part, hein. Il a des parents. Son père et sa mère, je sais Ah. les noms. Et en fait, Maya, 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 c'est sa mère. Voilà. Elle va mourir 7 jours Et après tu veux sa le- naissance. Et son père, c'est compliqué comme Son nom. père, ouais, Tu c'est veux le long. nom du père. Ouais. C'est mon père. C'est sa tante qui va l'élever. Qui a eu un rôle assez léger. Un chou, oui. dans le- Oui. Mais ouais. Shudo Dana. Par contre, la mère du Bouddha, Mais tu dans vois, là. l'iconographie, le moment de la naissance du Bouddha, il est très important. Donc évidemment, ça va avoir une influence. C'est vrai que oui. Bah, c'est un être exceptionnel qui va naître de manière exceptionnelle. Ouais. Sa mère enfantée du côté droit par une défense d'éléphant. L'éléphant blanc. Ouais. Et il va naître par le côté droit de sa mère. Mais c'est un invariant culturel que tu retrouves dans beaucoup de Oui, religions. bien sûr. C'est clairement. Est-ce que vous pouvez me donner le nom des principales écoles japonaises du bouddhisme? Aujourd'hui, Alors, l'époque Nara. Qui ont été. Alors, je commence. vas-y. T'as les. Qu'est-ce que t'as? Les 6 écoles, tu vas dire? Moi, j'en avais 3. Donc, La Kegon, t'as eu la Sanlon, la Jojitsu, la Hosso, Les Rosso, ouais. la Litsu. Là, j'en ai 5 et il y en a une 6e que je. Tac. La Rosso. Jojo, Sanlon, Tu l'as dit. Hosso, en fait, c'est dans les 13 écoles, dans cette liste-là, j'avais pour Nara, Kusha. Hosso, Kusha. Kegon et Ritsu. Les plus grandes, quoi. Mais... Si vous voulez, Oui. je pense qu'elles sont classées par 13 ouais, écoles ouais, importantes. La Jojitsu a disparu, la Sanlon a été intégrée et la Ouais, Kusha a c'est disparu ça. très vite. La Kusha, c'est la Bidharma Kosha, ça a disparu très vite. les écoles de Nara, aujourd'hui, elles sont... Il reste la Kegon, la Hosso. Elles sont peut-être extrêmement minoritaires. Quoi. La Kegon a eu plus d'importance. Si on doit en retenir une, Oui, c'est la c'est le Kegon. nom qui La revient Hosso, souvent quand... les très beaux noms, la Kegon, l'école de l'ornementation fleurie. Ça, c'est clair. C'est magnifique, c'est le sutra de l'ornementation fleurie. Un sutra très important comme le lotus. Mais... Époque Heian, c'est facile parce qu'on en a parlé longuement. Tendai Shingon. Donc, bien. Kamakura. Bah, du coup, Jodo, Jodo Shu, Jodo Shinshu. Alors, il y a le Jodo Shinshu. Zen, Nichiren. les écoles du Zen, la Soto. Ah oui, bah alors la là, Rinzai, c'est des sous-catégories du Zen. Alors, dans le Zen, effectivement, il y a trois catégories. Donc, on a comme école. Rinzai, La Rinzai, la Soto, Soto et la plus tardive, la Obako. Obako, exactement. Du XVIIe siècle. Est-ce que vous m'avez dit, pour Kamakura, j'y reviens, parce qu'on avait dit Jodo Shin, La troisième Nichiren, école de la Terre pure, il y en a une troisième, je crois. La Jishu. Voilà, la Jishu. Il y en a une autre aussi. En Terre pure. Alors, je sais pas si c'est de la Terre... Si, Non. c'est de la Terre pure, pardon, oui. 4e Terre pure. Yuzu Nenbutsu. Ah, Yuzu Nenbutsu. D'accord. Elle est inclue dans les... Elle est inclue dans les elle est écoles. inclue la dedans. Yuzu. C'est vrai qu'elle est inclue dans les 13, je crois. Clément, tu as peut-être la réponse. Il me semble que tu l'as évoqué tout à l'heure. Combien y a-t-il de temples bouddhistes au Japon? Ah, dans l'ensemble. Ça, je l'ai. Alors, je suis pas à 3 temples près, hein, j'ai les chiffres... Je te dirais à peu près un peu moins de 80 000. Ouais, on doit Oh. être. Pas loin. Pas loin. On doit être juste. Ouais, moi j'aurais dit autour des 100 000, mais. Alors, je me base sur les chiffres officiels de l'Agence Ouais. pour les affaires culturelles japonaises, hein, qui annonçait 77 000. 77. La question maintenant, c'est que, bon, c'est un gros chiffre. Au total, ils disent même qu'il y en aurait 77 200. Combien il y a de sanctuaires shinto, à votre avis? Est-ce que c'est plus ou moins? C'est légèrement plus. Je crois qu'on est à peu près Ouais. sur 80 000 à peu près recensés. 81 000. Voilà. Ouais. C'est- Pareil, je suis pas sûr que ça soit... C'est à la grosse louche. à la- Dis-toi à la bonne 80, grosse louche. 80. Et là, maintenant, où on va se marrer, quelles sont les 5 préfectures avec le plus de temples? Avec le. Ouais, Nara, Kyoto, déjà. Alors, Non. Kyoto est classé 5e. Bon, ça va. Nara avec les... Kyoto, juste pour info, Combien je me base sur leurs chiffres, hein, mais ils disent qu'il y a 1600 temples rien que dans la ville de Kyoto, Dans la ville, ouais. et que la préfecture, on est à 3077 temples. D'accord. Il n'y a pas Nara dans le classement. Il n'y a pas Nara dans le classement. Il y a Tokyo. On n'est pas loin de Kyoto, par contre. Kanagawa, Ça tourne globalement dans le coin. Osaka. Alors, Osaka est classé 2e, avec Oh. 3389 temples. L'enfer. En 4e, on avait Shiga, Shiga aussi, ouais, avec... 3213 temples.
Tu vois, j'aurais pas pensé Shiga pour le coup. Enfin, pas autant. Donc Très troisième, autant, mais... si on reste sur la bande Kyoto, Shiga, Osaka, Wakayama? Non. Yogo. Yogo, Ok, ouais. Donc 3289 temples. Et maintenant, en top 1, qu'est-ce qu'on a? Là, on repart dans l'autre sens. Sur Tokyo? Plus bas. Nagoya. Aichi. Aichi-ken? Ouais, Aichi-ken est classé premier au Japon avec 4589 temples. Tu sais ce qu'il y a dans le classement exactement? Il y a les nouvelles religions ou pas? C'est le C'est le bouddhisme Ouais. classique ou Ça, c'est toujours, le nombre de temples. nombre de temples? Ouais, il n'y a pas forcément... Ouais, il C'est faudrait, tout confondu. Tout confondu. Faudrait voir parce que des fois, Après, quand j'ai tu pas fais le une détail nouvelle par, religion, que tu prends l'école Tenri, ouais. des bâtiments de Ah l'école oui, à Tenri. Osaka, c'est de la folie. Même à Kyoto, putain, t'as des coins où Ouais, t'as des bâtiments de Tenri de partout. Si tu comptes Tenri, tu t'exploses le truc, quoi. Ils en ont partout. Ouais. Intéressant. Mais finalement, on voit assez bien. Enfin, c'est une géographie qui correspond à l'émergence du bouddhisme, comme on en a parlé, quoi. Tout part de Kyoto et puis ça Ça débordait un diffuse, en passant évidemment par Osaka quand même, parce qu'il faut que les bateaux arrivent quelque part. Ouais, bien sûr. Kobe, ouais. Yogo, également, ouais. Ouais. La mer intérieure, un petit De bracelet, manière hein. générale, aujourd'hui au Japon, en termes de culture populaire du bouddhisme, plus on monte dans le nord, et surtout plus on dépasse Tokyo, mais même déjà à Tokyo, Ouais. la culture populaire bouddhique s'étiole. Donc quand on est dans le Tohoku, c'est léger. Quand on est à Hokkaido, bon, il n'y a plus rien. Shikoku est une... alors c'est très... avec ses 88 très temples. Kokai, mais la culture populaire à Shikoku et au nord de Kyushu, elle est quand même assez forte, quoi. Ouh, très. Dans le comportement et dans le type de... Si les gens viennent se balader au Japon et qui s'intéressent à des questions traditionnelles, bouddhiques, religieuses, un voyage sur le centre du Japon et les parties Kyushu, ouais, sud partie sud, ouais. seront plus intéressantes qu'une grande traverse dans le nord du Japon. Les premiers contacts culturels coréens et chinois passaient aussi par Kyushu. La théorie Ouais, de Kyushu ouais. comme centre du Japon a été un temps validée. Enfin, un temps... Tu fais bien d'en parler, justement. C'est le moment de me donner vos recommandations pour les auditeurs. Donc, un petit pèlerinage à Shikoku. Un petit pèlerinage à Shikoku, on est chaud, on est bien. Ouais. 88 bien. temples, 1200 km, Voilà. un mois et demi de marche. De bon quoi courage. réfléchir Ça un peut petit être peu. pas mal. Pas toujours logé dans un 5 étoiles. Hein. Ah, c'est Et celui parfois même, Mais- paraît-il qu'on n'a pas trop le choix et que la facture peut faire, peut faire mal. peut faire mal. C'est un peu le but. On va se faire donner Faut des le choses préparer. à manger. Ça se Pour, peut. voilà, c'est Faut se détacher, quoi. lâcher prise, messieurs. Lâcher prise. Vos petites recommandations. Ouais, À Kyoto, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, je dirais, ou ailleurs, hein, si- ce qui te vient en tête, ce qui te fait plaisir, quelque chose qui te semble pertinent. Pour une première recommandation, le Enryakuji, donc centre de l'école Tendai, au nord-est de Kyoto. Montagne qu'on peut pas rater. Hein. Tu arrives à Kyoto, tu regardes la ville entourée de montagnes sauf au sud. Nord-est, tu as la plus grande montagne qui culmine à 850 mètres, le mont Hiei. Et sur cette montagne-là, il y a des temples. Il y a 3 parties avec des temples. Ça peut faire l'office d'une super balade. Une bonne journée. Hein. Il faut compter une bonne journée quand même. Mais voilà, c'est des temples, du beau bouddhisme, une montagne, de la nature, le mont Hiei, le Enryakuji, au nord-est de Kyoto. Et vraiment une ambiance. Là, votre Ouais, image du Japon, on y est, quoi. La forêt, les grands forêt, sets, les bons cette cloche qui sonne en arrière-plan, ce moine qui passe furtivement entre les arbres. Je vais casser un peu le triptycho. Ils ont mis l'autoroute dans les années 70 en C'est plein vrai qu'il milieu. y a un hôtel avec un restaurant français Voilà, en voilà, plus. exactement. Mais le panorama est assez chouette. Non, c'est magnifique. Si on tente la balade vraiment dans la forêt, ça peut être. Il y a des randos à faire. C'est sûr. Voilà, une recommandation. Recommandation de temple dans Ce que tu Kyoto. veux, un livre, un film, Bah, le Chion-in, c'est bien. Ouais. Le Chion-in à Kyoto. avec sa très grande porte à l'entrée magnifique, Non, en termes d'architecture énorme. statue d'Amida assez classe. Ce côté temple, village avec emprise foncière énorme, fonctionnel, où c'est l'un des rares temples à Kyoto où en journée, sans trop faire attention aux horaires, en visitant l'intérieur du bâtiment principal, on peut assister aux liturgies, C'est vrai. ce qui est parfois assez rare dans les temples de Très Kyoto rare de voir les où moines Quasiment effectivement. tous les ces matins. liturgies sont soit très tôt, soit le soir, soit dans des pavillons annexes fermés au public. Là, on a une partie, pas tout évidemment, mais une partie de certaines cérémonies de services funéraires auxquelles on peut assister. Donc c'est toujours intéressant parce que les gens des fois voyagent et visitent des temples en se demandant à moitié si c'est des musées ou des trucs classés tellement il n'y a rien.
Alors que là, non, tous ces temples-là sont fonctionnels religieusement, mais pas au moment où en fait ils sont ouverts aux visites. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Chunin, c'est un peu l'équivalent du Vatican pour le bouddhisme japonais. C'est en termes, c'est le centre de la terre pure, et la terre pure, comme on disait, c'est extrêmement présent, donc c'est actif. C'est vraiment un temple actif. Oui, alors c'est un temple qui est très dans ce actif. sens-là, pas dans le sens Vatican avec ses belles peintures fermées. Dans ton sens Vatican, énorme école, etc. Ce serait plus le Higashironganji. Mais le Chunin, et puis c'est bien aussi pour tu parlais tout à l'heure du fait que le zen ça parle un petit peu à tout le monde et que l'imaginaire dans le bouddhisme en France, alors si j'enlève la partie tibétaine, c'est en fait des gens qui méditent. Là il n'y a aucune forme aucune forme de méditation assise. Comme on peut le fantasmer sur un petit coussin, etc. Donc c'est un moine bouddhisme qui se lève petit à petit. Voilà. On voit surtout au Chunin, oui, c'est les cérémonies mortuaires. Voilà, des cérémonies mortuaires, une architecture monumentale, un temple très important et avec un timing peu strict pour observer de la liturgie. Et on peut s'asseoir tranquillement sur une chaise et profiter de cette ambiance. Très beau bâtiment principal qui a été rénové, il me semble. Collé en flanc de montagne. Des piliers gigantesques. Laqués magnifiquement bien, les dorures sont fantastiques. Et c'est pas surchargé de touristes, c'est ce qui est un point à noter quand même. Beaucoup de fidèles, oui, mais peu de touristes. En général. Bon, très bien, parfait. Eh ben, messieurs, écoutez, pour moi tout est bon. Un mot à ajouter, petit mot de la fin ? Petit mot de la fin. Voilà. Est-ce que ça vous a fait plaisir de discuter là pendant magnifique, incroyable, quasiment 1h30 ça permet aussi très bien de réactiver des concepts, des choses un peu sympas. Didactique. On remet ça pour un prochain épisode ? Tout à fait. Vraiment. Volontiers. Est-ce que faut pas hésiter à faire des commentaires pour que un max de commentaires, potentiellement réagir dessus aussi, des idées de prochains épisodes. Vous pouvez nous retrouver sur votre plateforme d'écoute habituelle, donc n'hésitez pas à nous faire un commentaire si c'est possible. L'adresse mail du podcast est disponible en commentaire de cet épisode. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, vos questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Et sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, où vous soyez. Tout un tas de belles choses. Et à la prochaine. Au prochain épisode.